Alors salut et bienvenue dans ce nouveau chapitre, je vous propose de découvrir ensemble quelques méthodes utiles en lien avec le DOM. Alors je tiens à le préciser, dans ce chapitre je ne serai pas exhaustif, c'est-à-dire que je ne vais pas vous montrer l'entièreté des méthodes qui existent, parce qu'il en existe évidemment des tonnes. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de pratiquer, et lorsque vous vous posez des questions, vous allez chercher sur internet, et à ce moment-là, dans les réponses qu'on va vous proposer, vous allez peut-être découvrir de nouvelles méthodes. Et c'est ces nouvelles méthodes que vous allez chercher sur la documentation pour comprendre comment elles fonctionnent. Et au fur et à mesure, vous allez apprendre des méthodes lorsque vous allez être amené à les utiliser de plus en plus. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous présenter les propriétés et les méthodes qu'on va être le plus à même de rencontrer. Mais ce n'est pas grave si vous ne les mémorisez pas toutes, sachez juste qu'elles sont là et voyez un petit peu à quoi elles peuvent servir si jamais plus tard vous en avez besoin. Alors on va d'abord commencer à parler des méthodes qui ont trait au positionnement des éléments et qui permettent de récupérer la position d'un élément par rapport à un autre ou par rapport à la page. Donc j'ai ici créé une page HTML avec deux éléments, et j'aimerais bien par exemple connaître la position de mon H1 par rapport au reste de ma page. Donc vous avez plusieurs solutions pour ça. Donc la première méthode qui est utile, c'est getBoundingClientRect. Donc on va récupérer le H1 et on va lui demander de faire un document.querySelector. Et d'ailleurs, petite astuce, lorsque vous êtes dans votre navigateur avec l'inspecteur, vous avez un petit raccourci qui s'appelle $, qui permet de faire un query selector rapidement. Et vous pouvez mettre ici votre H1. Ça permet d'aller un tout petit peu plus vite. Donc maintenant, si je regarde le H1 et que je demande de faire la méthode getBoundingClientRect, ça me donne un objet de type DOMRect. C'est un objet qui contient différentes propriétés, dont notamment la position de l'élément par rapport aux quatre coins de ma fenêtre, la largeur, la hauteur et la position en X et en Y qui reprennent un petit peu le principe du top et du left. Ces valeurs-là correspondent finalement à ce que vous avez dans la partie éléments. Lorsque je passe sur mon H1, on voit qu'on a un petit cadre bleu, et c'est ce cadre bleu qui représente le rectangle visible de l'élément. Les valeurs que l'on a, notamment le X, Y, top, left et ainsi de suite, vont être influencées par la position du défilement de la page. Donc pour vous donner un exemple, on va prendre une div, et on va lui donner une hauteur de 1000 pixels, histoire de déclencher un défilement. Et on va faire ça aussi après l'élément. Si maintenant je redescends un petit peu, hop hop hop, on va placer notre bonjour très près du bord de l'écran. Si je lui demande de faire un getBoundingClientRect, on va voir ici qu'on va avoir un Y négatif. C'est-à-dire que la position en Y ne dépend pas de la page de manière générale, mais dépend de la fenêtre. Donc on a la position de l'élément par rapport à la fenêtre courante. Si je remonte tout en haut et que je lui redemande un getBoundingClientRect, on verra que la valeur de Y va changer. Elle change en fonction du défilement par rapport à la position de l'élément qui est comparée à la position du haut de notre fenêtre. Donc ça c'est important, c'est relatif à la fenêtre. Donc vous avez ensuite une autre propriété qui elle fonctionne un petit peu différemment et va vous donner la position de l'élément par rapport à son parent relatif. Donc dans le cadre du H1, vu qu'il est à la racine, ça va nous donner la position de l'élément par rapport au document. Si je fais un h1.offsetTop, ça me donne 1029. Ça veut dire que mon H1 est à 1029 pixels par rapport au haut de l'écran. Si je scrolle un petit peu et que j'essaie de lui redemander l'offset top, on voit qu'il ne change pas. De la même manière, il existe des propriétés comme offset width, offset height et offset left qui vous permettent de récupérer les différentes valeurs. Comme je vous l'ai dit, cette position-là, elle est calculée par rapport au parent relatif. Donc si on veut connaître ce parent relatif, on peut faire un offset parent. Et là, on nous dit que l'élément qui sert relativement à ce H1, c'est notre body. Le truc, c'est que si jamais on entourait ces éléments-là d'une div, et cette div-là, on la met en position relative. Donc on fait un style égal, et on va mettre position relative. Ça marcherait aussi si cette position relative était appliquée en CSS. Si je lui redemande de faire un H1, voilà, et de lui demander l'offset parent, il me dirait ce n'est plus le body maintenant, mais c'est cet élément-là. Si je demande au H1 de me donner l'offset top, ça ne me donne plus la position en top de l'élément par rapport à la page, mais par rapport au parent relatif. Et donc ça serait ce parent-là. Donc si je redescends un petit peu, hop hop hop, et que je inspecte au niveau de mon élément, on voit que ça c'est notre div qui est en position relative, c'est elle qui va servir de référence maintenant pour les offset top, offset left et ainsi de suite, ainsi de suite. Et si je regarde mon H1, hop, il est effectivement collé au bord de ma div. Attention, les marges ne sont pas prises en compte. Donc ça n'affecte effectivement que la partie offset. J'insiste sur ce point. Si je réutilise le getBoundingClientRect, lui il s'en fout. Le getBoundingClientRect, il vous donne la position par rapport à la fenêtre. Ensuite, le côté parent, l'offset parent est influencé par pas mal de choses. Par exemple, si jamais vous avez une transformation ici sur cet élément, c'est-à-dire qu'on ne met pas une position relative, mais on utilise un petit translate, on va s'imaginer en X, et on décale le parent d'un pixel. Hop.
ce parent va automatiquement devenir le parent relatif. C'est-à-dire que si je regarde mon H1 hop, et que je lui demande est-ce que tu peux me donner l'offset parent, voilà, ça me redonne la div. Donc ça, ce sont les règles que l'on avait vues lorsqu'on avait parlé du CSS, des positions relatives et absolues, et comment c'était influencé. Je vous remettrai le lien, mais si vous avez besoin de plus d'informations, il faut aller sur cette page de MDN qui vous explique toutes les conditions qui font qu'on crée un nouveau contexte d'empilement. Donc n'importe quel élément qui remplit une de ces conditions-là va devenir du coup un nouveau contexte d'empilement, et lorsque l'on fera un offset parent, ça sera cet élément-là que l'on va récupérer. Alors maintenant, une petite astuce, si jamais on a besoin de calculer la position de l'élément par rapport au haut de la page. Qu'est-ce que l'on pourrait faire? Alors on aurait deux manières. La première stratégie serait d'utiliser le getBoundingClientRect qui nous donne la position de l'élément par rapport au haut de la fenêtre. Position à laquelle on pourrait rajouter une valeur qui serait la valeur de scroll Y. Ça, c'est une valeur qui nous donne le niveau de scroll qui a été fait, le niveau de défilement fait par l'utilisateur. Donc en additionnant le niveau de défilement plus l'offset, plus la position de l'élément par rapport au haut de la fenêtre, on obtiendra la bonne valeur. Alors on va créer un petit peu de JavaScript pour ça, pour comparer. Donc ici, je vais lui demander de faire un const h1 égale document.querySelector et on va sélectionner notre h1. Une fois qu'on a ce h1, on va lui demander de faire un console.log position par rapport au haut et on mettra, on va peut-être aller à la ligne pour un tout petit peu plus de clarté. Donc je vous l'ai dit, on va utiliser window.scrollY donc qui nous donne la position du scroll en Y et on rajoutera h1.getBoundingClientRect. Donc on calcule le rectangle et on est intéressé par la position en Y de ce rectangle-là. Voilà, donc là actuellement ça me donne une position à 1029,4375 pixels. Donc une autre approche consiste à faire de la récursivité ou faire une petite boucle. Donc on va se créer une petite fonction pour ça, on va l'appeler recursive offset top. Pour l'instant, on va faire l'approche boucle, elle sera un petit peu plus simple à comprendre. Elle prendra en paramètre un élément, et notre objectif, c'est de retourner un nombre. Pour comparer au résultat que l'on a écrit précédemment, on va mettre ici une petite virgule, et on va lui demander de faire un recursive offset top, et on lui demandera de prendre le H1. Donc dans l'idée de cette fonction, c'est de récupérer l'offset top, et ça va nous donner la position en top par rapport aux parents. Et ensuite, on va lui demander, est-ce que tu peux me donner la position du parent par rapport à son propre parent, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on va lui dire ici de créer une variable top qui sera égale à 0. Et on va lui dire, tant que l'élément a un offset parent, on continue notre boucle. Dans notre boucle, on fait un top plus égal, et on lui demande de faire un element.offsetTop. Une fois qu'on a incrémenté ça, on va lui dire aussi, il faut que tu changes la valeur d'élément pour que maintenant l'élément devienne le parent. Donc on lui passera le offset parent. Une fois qu'on a cet offset parent, on peut retourner à la fin la position en top. Si je sauvegarde, on voit qu'on obtiendra ici 1029. On obtient ici une valeur qui est exacte parce que le problème avec le scroll, c'est qu'il peut être sur des demi-pixels. Donc cette solution-là qui consiste à faire une boucle ou faire de la récursivité sera beaucoup plus adaptée. Si on fait une même version avec la récursivité, c'est-à-dire une fonction qui s'auto-appelle, on pourrait mettre ici une petite condition en lui disant si l'élément a un offset parent, je veux que tu retournes l'element.offsetTop plus le recursive offset du parent de mon élément. Dans le cas contraire, ça veut dire que je suis arrivé au bout et que je suis au premier élément, je retournerai simplement element.offsetTop. Si je réactualise ma page, ça me donnera le même résultat. Donc à vous de choisir, il y en a qui préfèrent les boucles, d'autres préfèrent la récursivité. L'important c'est d'arriver au bon résultat. Alors ensuite, vous avez aussi cette histoire d'offset, elle est présente sur d'autres éléments. Alors on va retirer ça, hop, on voit que le chiffre n'a pas changé d'ailleurs, donc ça c'est bon signe. Et ce qu'on va faire, c'est que sur cette div-là, on va écouter lorsqu'on a un over dessus. Donc je vais lui demander de faire un document.querySelector, et on va aller sélectionner la première div, et ensuite on va lui demander d'ajouter un listener, et on va écouter le mouse move. Lorsque la souris bouge sur cet élément-là, on récupérera l'événement qui sera un pointer event, et on va faire un console.log de E. Au niveau de mon index.html, je vais donner une largeur un petit peu plus spécifique à cet élément, on va mettre 300 pixels, je vais lui donner une largeur aussi de 300 pixels, et on va lui donner une petite couleur de fond grise, histoire de l'identifier. Voilà.
Donc lorsque je passe sur cet élément-là, dans le mouse event, on aura différentes propriétés. On aura la position du curseur par rapport à l'écran. C'est ce que vous avez dans la partie Screen X et Screen Y. Ensuite, vous avez la position du curseur par rapport à la page. Donc ça, c'est page X et page Y. Donc c'est relatif à notre document. Et vous avez ensuite Offset X et Offset Y qui vous donnent la position de l'élément par rapport à votre div. Si par exemple, je fais ici un petit console.log et je choisis de ne montrer que l'Offset X, on verra que plus on se rapproche du bord ici, plus on a une valeur qui est petite. Alors que page X et page Y nous donnent la position par rapport à la page. Donc ça serait de quelques pixels supplémentaires. Voilà, vous voyez que c'est 8 pixels parce qu'on a une marge de 8 pixels par défaut sur le body. Donc il faut savoir que tout ce qui est mouse event vous donnera tout un tas d'informations sur le curseur et en fonction de ce qui vous intéresse, vous n'allez pas forcément utiliser les mêmes valeurs. Donc là, on a fait le tour de ce qu'il y avait à voir sur le positionnement. Donc globalement, avec toutes ces méthodes-là, vous savez à peu près localiser un élément dans l'espace et en fonction de ce que vous avez besoin de faire, vous pourrez utiliser ces propriétés-là pour faire différents traitements. Maintenant, une autre petite méthode, alors ça va être une méthode très très rapide, enfin c'est plutôt une propriété pour le coup. Donc on va s'imaginer qu'on a une div et on aimerait bien passer des informations à notre JavaScript. Donc la meilleure solution que l'on a vue, c'est d'utiliser les attributs et ensuite de faire un getAttribute. Mais il y a un attribut qui fonctionne un petit peu différemment des autres, c'est l'attribut data. Donc les data, c'est en fait une propriété un petit peu particulière. Vous pouvez mettre data-ce que vous voulez. Donc nous on va l'appeler par exemple user et on mettra John. Le principal avantage de cet attribut-là, c'est qu'on sait qu'il ne sera jamais écrasé par ce qui est standard dans l'HTML. Si vous choisissez de mettre par exemple juste un attribut user, le risque c'est qu'un jour on dise « Ah, en fait pour les divs, maintenant on a une propriété user ». Donc quand on voudra passer des données, préfixer les attributs par data, ça peut être intéressant. Mais vous allez voir que ça vous offre aussi des choses qui sont encore plus intéressantes côté JavaScript. Donc on va aller récupérer notre div en faisant un document.querySelector et en récupérant la div. Et si ensuite je fais un console.log div.dataset, donc c'est une propriété qui existe sur les HTML Elements, on va voir qu'on a un DOM-string-map. Donc ce DOM-string-map, c'est un objet qui contient en propriété les différents attributs data et en valeur les valeurs associées. Donc si jamais vous voulez récupérer la valeur, vous pouvez faire point et ensuite le nom de la propriété qui vous intéresse, par exemple user. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser ce dataset pour manuellement définir des attributs. Donc si je fais un div.dataset.hello et que je mets bonjour dedans, ça va fonctionner. Et lorsque je fais un console.log du div.dataset, ça va me permettre d'obtenir cette information-là. Donc ça peut être aussi pratique pour que le JavaScript vienne injecter des propriétés au niveau de notre élément. Si je regarde mon élément, on voit que lorsque je mute le dataset, à ce niveau-là, ça définit automatiquement l'attribut au niveau de l'HTML. Donc c'est un petit peu un attribut spécial qui fonctionne un petit peu différemment, mais qui est pratique pour échanger des valeurs avec le JavaScript. Autre petite méthode que l'on a sauté un petit peu quand on a parlé des event listeners, c'est la possibilité de supprimer un listener. Donc imaginons que cette div-là, je vais lui donner encore, on va plutôt prendre un bouton, ça va être plus simple. Donc on va avoir un button, on va mettre un data-name, on mettra John, et quand je clique dessus, j'aimerais bien qu'il affiche en console John. Voilà. Donc dans cette partie-là, dans mon JavaScript, je vais lui dire, je récupère le button en faisant un document.querySelector, comme d'habitude. Ça vous commencez à être habitué. Et je lui dis, lorsque tu cliques dessus, j'aimerais bien une fonction qui fasse un console.log et on ferait button.dataset.name. Donc lorsque je clique, j'obtiens bien John un certain nombre de fois. Mais imaginons qu'au bout de 3 fois, on aimerait bien annuler cet événement-là. Donc on a la possibilité de le faire en faisant un remove event listener. Ce remove event listener prendra les mêmes paramètres que le add event listener. On lui donnera l'événement que l'on souhaite supprimer et ensuite on va devoir lui donner la fonction qui est normalement utilisée. Ce qui veut dire que si vous enregistrez un événement de cette manière-là, vous allez être embêté parce que votre listener est une fonction anonyme qui est créée sur demande. Donc quand on souhaite supprimer l'événement, on ne peut pas le faire. Donc idéalement, ce qu'il faudra faire, c'est sauvegarder le listener dans une variable. Voilà, comme ceci. Comme ça, on a une fonction qui est définie une seule fois. En fait, ça va être un seul objet. Et on va pouvoir utiliser le listener à ce niveau-là. L'avantage, c'est que dans ce listener-là, vu qu'on a accès à cette méthode, je peux lui dire, par exemple, au bout de 3 fois. Donc, on va sauvegarder le nombre de fois que l'on a appuyé dessus au fur et à mesure, en faisant un i++. Et je vais lui dire, si i est supérieur ou égal à 3, dans ce cas-là, je veux que tu fasses un button
.removeEventListener. Je lui dis je veux supprimer sur le clic le listener qui s'appelait listener. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez besoin de la fonction, c'est qu'il faudra utiliser la même variable que celle qui avait été utilisée pour déclencher l'événement. Si ce n'est pas le même objet, il ne fera rien et il ne vous supprimera pas le bon listener. Si j'essaie maintenant, je clique une fois sur John, une deuxième fois, une troisième fois, et on voit que lorsque je continue à cliquer, ça ne marche plus. Voilà. Donc Remove Event Listener, ça peut être utile dans certaines situations. Alors c'est relativement spécifique, mais ça peut être utile et savoir que ça existe, c'est important. Alors maintenant, on va parler de méthodes qui ont plutôt attrait au CSS. Donc d'abord, comment on peut faire des animations. Donc avec le JavaScript, vous avez la possibilité d'accéder à une méthode qui s'appelle Animate, qui va vous permettre d'utiliser des animations un petit peu comme en CSS. Donc je pars du principe ici que vous êtes familier avec les animations CSS. Donc vous allez lui donner les étapes et ensuite les informations sur l'animation. Ces étapes-là vont correspondre à des propriétés CSS. Et ensuite, la partie duration et iteration, c'est la même chose que ce que l'on a en CSS. Donc imaginons on veut déplacer un petit peu l'élément vers le bas, on fera un button.animate. Je lui passerai en premier paramètre un tableau contenant les différentes étapes de mon animation. Donc ici par exemple je lui dirais je commence par un transform qui serait un translate y et on mettrait un translate y à 0. Et ensuite la seconde partie de mon animation c'est vers quoi je me dirige. J'aimerais bien avoir 100 pixels en hauteur. Ensuite, je peux préciser des propriétés comme duration. Donc, je vais lui dire, je veux une durée de 1 seconde. Et ensuite, on peut préciser le nombre d'itérations. Est-ce qu'on veut que ça soit infini ou pas? Donc là, au niveau des itérations, je vais pouvoir utiliser une constante qui s'appelle infinity. C'est en fait un nombre qui représente l'infini. Donc dans ce cas-là, on va avoir notre animation qui va se dérouler de manière infinie. Si je lui dis je veux 2 itérations, il va lancer l'animation 2 fois et il va s'arrêter. Je peux lui spécifier aussi le remplissage, c'est-à-dire une fois qu'il a fini, je veux que tu restes sur la position finale de mon animation. De la même manière, je ne suis pas forcément obligé de préciser ici la position de départ, parce qu'il va l'inférer depuis les propriétés CSS qui sont mises par défaut sur l'élément. Donc on pourrait avoir une animation comme on le ferait en CSS, qui ne spécifierait que l'élément d'arrivée. Donc après, vous pouvez mettre un petit peu plein de choses à ce niveau-là, et ça dépendra de ce que vous voulez faire. Et c'est vraiment du CSS plus que du JavaScript à ce niveau-là. Donc si par exemple on veut faire en plus une rotation, je peux faire une rotation de 180 degrés, et hop, on aura notre bouton qui fera absolument n'importe quoi. C'est pas forcément génial à ce niveau-là, mais voilà, vous avez un exemple d'animation que vous pouvez faire. Enfin, dernier petit point sur les media queries et comment avoir des informations sur la fenêtre. Alors parfois, on peut avoir envie d'afficher ou de masquer le bouton si jamais la taille de la fenêtre correspond à une certaine situation. Donc si vous voulez la taille de la fenêtre, sur Windows, vous avez des propriétés comme inner width et inner height qui vous donnent respectivement la largeur et la hauteur de la fenêtre. Donc ça peut être intéressant de récupérer ces valeurs-là et en fonction, choisir de faire votre code. Si jamais vous voulez détecter le redimensionnement de votre fenêtre, vous pouvez faire un window.addEventListener et écouter l'événement resize. Dans cet événement resize, on pourra lui dire de faire un console.log et par exemple regarder la largeur de la fenêtre, le inner width. Ou à la limite, on va faire le inner height. Attention, ça prend en compte la fenêtre visible à l'écran, c'est-à-dire que ce n'est pas la fenêtre de votre navigateur, mais c'est la zone qui est visible pour la page web. Donc la console n'est pas incluse dedans. Si je redimensionne la fenêtre, on voit que le inner height, il change et il devient plus petit ou plus grand en fonction de où je me situe. Cette solution, elle peut ne pas être trop performante si jamais vous avez juste envie de détecter un breakpoint. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois que l'utilisateur bouge un petit peu sa fenêtre, vous devez faire un calcul en lui disant, au fait, si la hauteur est supérieure à telle valeur, il faudra faire ce code, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas très pratique. Donc vous avez un autre objet qui est plutôt pratique et qui va vous permettre d'utiliser les media queries. Donc on va créer une constante que l'on va appeler media query et on fera un window.matchMedia et on mettra une media query à l'intérieur. Donc nous, on va lui dire, on veut détecter une hauteur minimale et on va lui dire une hauteur minimale de 300 pixels. Voilà. Donc là, on met une media query comme on le ferait en CSS. Une fois qu'on a cette media query, à l'intérieur, ce qui va nous intéresser, ça va être la propriété matches. Si on fait un petit essai, on voit ici que ça nous donne false, ça nous dit que ça ne correspond pas à la propriété, à la media query. Si je descends un petit peu et que je réactualise, pouf, on aura true. Donc là, vous pouvez voir les dimensions de votre fenêtre en haut à droite lorsque vous bougez un petit peu votre inspecteur. Donc ce qui serait encore mieux, ça serait de pouvoir détecter quand est-ce que cette media query change, quand est-ce que finalement elle est respectée ou non. Donc on peut utiliser un addEventListener dessus. Donc on pourra faire un media query.addEventListener
Et au niveau de cet event listener, on va lui dire j'écoute le changement. Au niveau du listener, hop, on aura à l'intérieur une petite fonction et on fera un console.log de mediaquery.matches. Voilà. Comme ça, lorsque je bouge ma fenêtre, on voit que là je suis passé à false, ça veut dire que je suis en dessous de ma media query, et si je redescends, hop, elle bascule à true. Donc si jamais vous avez envie de réagir en fonction de la taille de l'écran, je vous conseille vivement de plutôt utiliser cette méthodologie-là. Sur d'anciens tutoriels, vous allez peut-être voir des gens utiliser inner width ou inner height, c'est tout simplement parce que ce système de media query n'existait pas. Mais à partir de maintenant, voilà, il faut vraiment utiliser ça, c'est bien plus performant que d'écouter directement la taille de la fenêtre. Enfin, dernière petite mention sur les images. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon dossier ici, et on va aller déplacer une petite image. Donc je vais aller mettre un petit PNG à ce niveau-là, et on va le charger grâce à une balise IMG. Donc à ce niveau-là, je vais mettre IMG, SRC, et on va mettre graphicart.png. Petit détail, on ne précisera pas de largeur et de hauteur. Donc on peut être embêté pour obtenir cette information. Si je vais dans ma console, je peux récupérer mon image grâce à un query selector, donc je fais IMG, je lui demande est-ce que tu peux me donner l'image, et derrière j'aimerais bien récupérer sa hauteur. Donc par défaut, on aurait tendance à faire un console.log img.getBoundingClientRect et on récupérerait par exemple la largeur. Donc ça serait une première solution. Si je fais ça, j'obtiens 500. Par contre, imaginons je me mets sur un réseau qui est un petit peu lent. On va mettre de la 3G un petit peu lente. Je réactualise la page, donc il faut attendre qu'elle arrive, et on voit qu'on obtient 0. Pourquoi? Parce qu'au moment où notre page se charge, l'image n'est pas chargée, donc notre balise IMG a une largeur et une hauteur de 0. D'ailleurs, sur les images, on peut directement récupérer la largeur et la hauteur grâce à une propriété width et une propriété height. Mais dans mon cas de 3G un petit peu lente, ça va toujours me donner le même résultat 0. Donc pour les images, vous avez un événement spécial qui est l'événement load qui vous permet de savoir quand une image est chargée. Pour cela, on pourra faire un img.addEventListener, écouter le chargement de l'image, et une fois que ce chargement a été fait, si j'observe la hauteur de l'image, elle sera alors bonne. On va voir que là, on va bien avoir 500, et on aura bien une hauteur de 500. Par contre, un petit détail, la valeur qui vous est donnée ici, ce n'est pas la valeur réelle de l'image. C'est-à-dire que si au niveau de mon index.html, je choisis de mettre une hauteur de 100 et une largeur de 100, automatiquement ces deux valeurs vont se retrouver modifiées et au lieu d'avoir 500, j'aurai 100. Ça nous donne en fait la largeur et la hauteur de la balise IMG. Si je veux connaître la valeur interne de l'image, vous avez d'autres propriétés qui sont Natural Width et Natural Height. Ça vous donne la valeur intrinsèque de l'image. Si je réactualise, j'aurai 100, 100, 500, 500. Pour m'en assurer, vous pouvez aussi aller dans la partie éléments et lorsque vous survolez une image, c'est ce que vous voyez ici. Vous avez la rendered size, c'est la taille de rendu faite par le navigateur, et vous avez l'intrinsic size qui est la taille intrinsèque, c'est la taille de l'image originale. Donc voilà, ces deux propriétés-là peuvent être intéressantes sur les images, mais il faudra bien faire attention à attendre le chargement de l'image pour avoir sa vraie valeur. Et c'est tout ce que j'ai en tête à l'heure actuelle comme méthodes qui sont plutôt utiles et que l'on n'a pas vu depuis le début de cette formation. Il y a encore d'autres API que je vais vous montrer, mais je préfère leur dédier des chapitres vu qu'elles sont un petit peu plus complètes. Là, je voulais faire un petit tour d'horizon de quelques méthodologies qui peuvent être intéressantes et que l'on utilisera sûrement dans les chapitres suivants.